je reviens donc Oscar Freisinger sur je dirais ces forces supranationales ou ces lobbies comme on voudra, ou clubs de pensée comme certains appellent, qui sont à l'œuvre quand même depuis pas mal de décennies, à pousser, à intriguer. Et alors je veux parler par exemple de la commission trilatérale, du groupe de Bilderberg, par exemple, parce qu'il y en a d'autres. Ouais. Et on a vraiment l'impression que nous sommes à la croisée des chemins, aujourd'hui, à la veille de 2010, parce que nous sommes en décembre, mi-décembre 2009, et donc ces forces, ces clubs, ces gens qui sont au-delà, au-dessus, on ne sait pas très bien, des États, nations, font tout pour l'avènement d'une sorte de gouvernement mondial, tandis que dans le même temps, eh bien, on voit apparaître, je dirais, des espèces de villages de Gaulois, d'Astérix et d'Obélix, de poches de résistance, même ici en Suisse, j'allais dire en France, oui, le lapsus, bon. Et qui donc symbolisent quelque part, vous me direz ce que vous en pensez, les derniers bastions, ce que j'appelle le monde classique, c'est-à-dire de l'Antiquité jusqu'à la fin des années 70, début des années 80. Voilà, alors on se demande qui va l'emporter. On a l'impression d'assister un peu à ce que les Scandinaves appellent le Ragnarok. Bon, quelque part. Et alors, je sais pas, vous êtes peut-être pas des dons de voyants, vous êtes un politicien, un homme politique, mais qui se doit quand même de regarder au-delà de la ligne d'horizon des événements. Qu'est-ce que vous, Oscar Freisinger, vous voyez, vous imaginez dans le futur, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, par exemple? Ça dépendra de qui l'emporte, quel sera le pouvoir qui pourra s'imposer. Moi, je continue à me battre parce que j'ai l'espoir que ce sera la Suisse d'en bas, si je parle de la Suisse, que ce sera la liberté qui sera sauvée par la base de la pyramide. Parce qu'on ne peut plus compter sur la pointe de la pyramide pour le faire. Ces gens sont dévoyés, trahissent tout ce qu'ils prétendent défendre. C'est le double langage à haute dose. Donc la langue de bois n'en est que l'expression encore presque la plus honnête, parce qu'au moins ça sert à protéger le politicien. Tant qu'il pratique la langue de bois, on risque pas trop de l'attaquer, donc il se protège par ce fait. Mais l'enjeu est de taille, parce que les romans futuristes, comprennent Ray Bradbury dans 451 Fahrenheit 451, comprennent George Orwell, 1984, Aldous Huxley et autres. Si on prend toutes ces œuvres, tout le monde dit ouais non mais ça c'est impossible, c'est de la science-fiction. Jules Verne, lui aussi, était considéré au 19e comme de la science-fiction. Il a été largement dépassé par le futur. Donc j'ai vraiment la crainte que ce genre de société nous pendonne si nous ne nous méfions pas. Et c'est le terrible paradoxe de ce que je vis actuellement. C'est que d'un côté, au fond, je me sens pris en sandwich entre ce pouvoir occulte-là que vous décrivez, qui au fond va instaurer le chaos, pour ensuite jouer au pompier pyromane, c'est-à-dire je crée l'insécurité, j'élimine les frontières, je fais un énorme brassage explosif, et ensuite je vais établir une sorte de contrôle absolu du citoyen, de police de la pensée, avec des puces électroniques de nos jours on peut faire beaucoup de choses, etc., etc. On va pousser encore beaucoup plus loin le principe. Finalement, l'être humain sera transparent pour le pouvoir, juste peut-être pas jusqu'au niveau des pensées, mais on aimerait bien encore aller jusque-là. De nos jours, on essaye encore d'introduire le contrôle par le téléviseur, l'ordinateur, etc., où on transmet constamment finalement des valeurs, et par l'image, qui est un mode de manipulation particulièrement efficace, parce que si vous manipulez les gens par le texte, eh bien, vous réveillez dans la personne qui reçoit votre texte, parlé ou écrit, vous réveillez en lui les centres de résistance qui vont justement lui permettre de résister à ce que la manipulation que je suis en train de pratiquer. Parce qu'il va réfléchir à ce que les propos de mon interlocuteur sont valables, est-ce qu'ils tiennent la route, est-ce qu'il c'est intelligent, ou est-ce que non, ça ne tient pas la route, c'est incohérent, etc. Donc, en manipulant par le langage, l'autre, je lui donne une chance de résister par le langage. Parce que c'est en même temps l'arme et la rétorsion possible. Par contre, avec l'image,
c'est pas du tout le cas. Je manipule sans que l'autre puisse finalement utiliser un centre de résistance équivalent, parce que je vais tout de suite pénétrer dans ses sentiments, je vais le bombarder par des émotions, et il sera relativement démuni. D'autant plus si en tant que jeune homme, à l'école, en tant qu'enfant et jeune homme, on l'a réduit dans sa formation à ne connaître que les éléments de l'existence ou de la vie qui sont uniquement utilitaires au niveau de la production industrielle. Donc c'est une sorte de pièce de rechange adaptée à un domaine qu'on peut interchanger, jeter à souhait. On ne veut plus un savoir construit de manière pyramidale, un savoir global, une grille de lecture du monde qui permette, lorsque... C'est encore mon cas parce que je suis un intellectuel formé à la vieille école, si on veut. Lorsqu'il m'arrive quelque chose dans la réalité vécue, je l'insère dans cette grille de lecture. J'ai une grille de lecture assez différenciée, assez complète. Arrive un élément, tout de suite, j'arrive à le situer, à l'insérer dans cette grille et voir quelles implications cela a sur tout le système. Mais si vous ne donnez aux gens plus que des îlots de savoir, ils n'ont pas de lien entre ces îlots, ils ne sont pas capables d'insérer les éléments. Certains éléments tombent dans le vide, d'autres éléments tombent sur un îlot, mais c'est quelque chose qui ne permet pas une vue d'ensemble. Et donc c'est des gens qui sont beaucoup plus manipulables. Alors vous avez d'un côté ces forces-là, ces forces qui créent l'insécurité, veulent ensuite créer une sorte d'état policier, une sorte de dictature soft, hein, parce que ça ne se passe plus comme sous le stalinisme où c'était grossier comme dictature. Quand vous utilisez autant de violence et de pouvoir réel, vous vous essoufflez. Toutes les dictatures de ce type-là sont tombées. Mais si vous créez un labyrinthe dans lequel vous perdez les gens pour mieux les tenir, c'est le baroque qui invente ce principe, mais c'est extraordinaire parce que les gens ne se sentent pas prisonniers. Ils ne perçoivent même pas qu'ils sont dans un labyrinthe. Et si vous mettez encore suffisamment de pain et de jeu dans ce labyrinthe, vous rendez le labyrinthe suffisamment agréable, ils vont même plus chercher de sortie. De toute manière, je pense que l'architecte aura fait le labyrinthe de sorte à ce qu'il n'y ait pas de sortie. Donc de toute manière, on va chercher quelque chose qui n'existe pas. Donc ça, c'est une partie de l'échiquier. Et ensuite, en face, on a une société, particulièrement à travers l'islam, qui finalement... est le représentant d'un temps qu'on croyait révolu, de temps anciens, et qui par contre a encore la foi du charbonnier, encore une spiritualité, même si ils sont aussi dangereux que s'ils sont forts, hein, à ce niveau-là, mais c'est une société qui est totalement anachronique et qui est utilisée par les autres pour fragiliser justement la société libre, la société démocratique qui se trouve prise en étau. Maintenant, ce qu'il y a d'intéressant avec les musulmans, leur vision du monde, c'est que eux, au moins, ont encore des convictions. Il faut le leur reconnaître. Eux, ils ont encore la foi du charbonnier. Eux, ils sont encore capables et prêts à mourir pour leur foi. Ce qui les rend d'ailleurs tout aussi admirables que dangereux. Hein, tout autant admirables que dangereux. Mais c'est aussi alors là, une sorte de dogmatisme extrême, une sorte de conquête au nom d'un principe abstrait, ce en quoi en fait il ressemble à tous les totalitarismes que nous avons vécus. Je pense que le dogme islamique est un dogme totalitaire dans son essence. Et je ne vois pas comment on pourrait construire une démocratie à partir de cette idée-là. Et alors vous vous retrouvez finalement avec ces deux pôles qui prennent en étau la société libérale, si on veut, et qui en fait sont tout autant adversaires prétendus qu'alliés. Et ça rend le jeu horriblement difficile, parce que c'est ce qui m'explique maintenant pourquoi certaines élites soutiennent ça. Alors que ça fait 30 ans qu'on se bat pour l'égalité de la femme, tout à coup on soutient le voile au nom du multiculturalisme. Ça fait des centenaires qu'on se bat contre un dogme unique, donc une église catholique ultra dominante, et là tout à coup on défend un dogme qui est encore beaucoup plus féroce. Tout ce qu'on ne pardonne pas au pape, on le pardonne à un imam. Je veux dire, on arrive à une situation qui est totalement absurde et qui n'a pour raison d'être que le désir d'installer, comme vous le dites, un pouvoir finalement planétaire.